le transfert d'armes atomiques vers le territoire biélorusse. Et dans la foulée, on a entendu beaucoup de choses sur la possible existence d'un club nucléaire autour de la Russie qui rassemblerait d'autres pays. Et on a entendu beaucoup de choses sur ce que recherche Vladimir Poutine à travers ce transfert. Donc on va mettre les choses à plat, avec en tête toujours cette idée, je le disais tout à l'heure, les gens vous posent la question. C'est dans l'esprit de tout le monde. Cette idée que non, la Russie, pays nucléaire, ne peut pas perdre une guerre et qu'au dernier moment, elle ferait usage de l'arme nucléaire. On a souvent évoqué ici les gesticulations, la menace, la stratégie de la menace, la guerre des nerfs que menait Vladimir Poutine en évoquant son entourage, en évoquant l'usage de l'arme nucléaire. Mais ce transfert de l'arme nucléaire repose à nouveau ce débat-là, cette question-là, et même cette inquiétude-là. Moi, je l'entends personnellement. Donc, on va d'abord établir, démêler le vrai du faux, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Justine Fraissinet. Donc, 4 affirmations qu'on entend beaucoup, régulièrement, depuis 48 heures, 72 heures, et vous nous dites si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, première affirmation, ça y est, c'est fait. De premières armes nucléaires russes ont été transférées en Biélorussie. C'est certain. C'est vrai ou c'est faux? Bien, c'est faux. En tout cas, à notre connaissance, tout est fait pour l'accréditer, notamment les déclarations d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, parce qu'à ce jour, rien ne prouve un tel transfert. Il faut savoir que pour transférer des armes nucléaires, stratégiques ou tactiques, c'est une énorme logistique, des centaines de personnes impliquées, des convois exceptionnels. Quand on voit la taille de certains de ces missiles, comme celui-ci, le Yars, on se doute qu'un transfert comme celui-là ne passerait pas inaperçu. Or, on sait que les renseignements occidentaux sont particulièrement attentifs aux manœuvres nucléaires russes, les Américains en particulier, et on imagine bien qu'ils seraient les premiers à tirer la sonnette d'alarme, car sur ce plan-là, la Chine est d'accord avec Washington et que la vérité ne resterait pas cachée. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les Biélorusses, au-delà des déclarations, font tout pour donner du corps à cette idée. Exemple, ces images abondamment diffusées où l'on voit des militaires biélorusses, une opération avec des militaires biélorusses qui s'entraînent en Russie à la manipulation de lanceurs de missiles nucléaires, notamment des missiles Iskander. Je m'arrête juste une seconde. Général Trinquant, vous confirmez qu'un mouvement d'armes nucléaires de 500 ou 1000 km, on aurait forcément les moyens de le déceler? Oui, parce qu'il faut bien dissocier les lanceurs des têtes nucléaires. Les lanceurs, sur les roues, peuvent avoir... se promener, j'allais dire, comme ça. Mais les têtes nucléaires sont retenues dans des endroits très spécifiques, identifiés, protégés, et les sortir pour les amener dans d'autres endroits. D'ailleurs, les travaux étaient annoncés, je crois, au mois d'avril ou au mois de mars, les travaux pour le stockage de ces têtes nucléaires en Biélorussie. Ce transfert, lui, serait immédiatement repéré. Immédiatement repéré? Oui. Parce que, comme dit Justine, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de précautions, beaucoup de mouvements. Parce que ça serait forcément des têtes nucléaires en possession de la Russie qui seraient transférées vers la Biélorussie. Or, les têtes nucléaires russes sont identifiées par les services américains en particulier et leur stockage est identifié. Ah, ils savent où elles se trouvent. Ouais. Donc ces points-là sont en permanence surveillés. Donc on peut très bien avoir affaire, en tout cas on a vraisemblablement affaire, puisque Loukachenko, lorsqu'il est interrogé, il dit « oui, ce transfert a commencé, il y a déjà des armes nucléaires russes sur notre sol, on est dans la guerre des nerfs ». Oui, on est dans la guerre des nerfs. Je poursuis un petit peu. Il y avait autrefois des accords entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, dans lesquels on inspectait. Et donc, sur la base de ces inspections, on savait où étaient les têtes nucléaires, et elles ont probablement changé, peut-être certaines ont changé depuis, mais à partir de la cartographie initiale, on est capable de voir les mouvements, vous voyez ? D'accord, donc on a vraiment des points de repère pour alors, nos observations. Ça n'empêche que l'annonce est faite, et que l'annonce avait été faite pour le mois de juillet. Le transfert devait avoir lieu au mois de juillet. Donc, c'est en cours. Pour l'instant, il y a peut-être des lanceurs, mais les têtes nucléaires, non. Non, mais c'est bien parce que ça permet de ne pas prendre au pied de la lettre les déclarations de tel ou tel, et en l'occurrence, Alexandre Loukachenko, qui n'a surtout pas été démenti par Moscou. Justine, deuxième affirmation, cette décision de transfert est illégale au regard du droit international. C'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. C'était d'abord inscrit
dans la constitution de la Biélorussie avant qu'elle ne la fasse modifier récemment. En tout cas, à la chute de l'URSS en 91, les 15 anciennes républiques soviétiques signent les accords d'Alma-Ata, puis le protocole de Lisbonne. 3 pays s'engagent alors dans un délai de 6 mois à détruire ou à transférer vers la Russie les armes nucléaires qu'ils détiennent, en l'occurrence la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. Accord qui débouche ensuite sur un autre en 1994, le mémorandum de Budapest, et il inclut cette fois les États-Unis. En échange de l'abandon des armes nucléaires russes, les pays signataires obtiennent des garanties de sécurité de la part des Américains. Écoutez les précisions de Bruno Combi, il est ingénieur en génie nucléaire. Et là, cette fois, les 3 pays, donc Biélorussie, Ukraine et Kazakhstan, s'engageaient à retirer toutes les armes qui étaient sur leur territoire, les rendre à la Russie, et en échange acceptent de signer le traité de non-prolifération nucléaire, contre quoi les États-Unis s'engagent à ne pas les agresser, et l'ONU a éventuellement à intervenir ou être saisie si besoin était. Voilà. Non pas que le droit international, on ait le sentiment que ça enserre véritablement Vladimir Poutine qui en respecterait toutes les clauses, on l'a bien vu avec cette invasion, mais c'est quand même intéressant d'avoir ça à l'esprit et de se demander, je le ferai tout à l'heure, si dans le cadre de l'OTAN, il y a des armes nucléaires américaines en Allemagne, on peut comparer ceci et cela. Mais ça, on posera la question. D'abord, troisième affirmation, Justine, dans l'esprit de Vladimir Poutine, et c'est intéressant de comprendre les intentions, ce transfert d'armes nucléaires est conçu comme une forme d'escalade, de riposte de Moscou à l'Occident. C'est vrai ou c'est faux ? Eh bien, c'est vrai. Cette décision remonte précisément au 25 mars. Et à ce moment-là, il est clair dans l'esprit de tous qu'il s'agit effectivement d'une réplique à une décision bien précise. L'Occident vient de franchir le pas et d'accepter de livrer des chars lourds, et notamment la Grande-Bretagne qui a annoncé en premier livrer des chars Challenger 2 à l'Ukraine. D'ailleurs, lorsque le ministre de la Défense russe, Sergueï Shoïgu, est revenu sur le sujet il y a quelques jours, c'est bien dans cet esprit-là qu'il l'a confirmé, faisant cette fois référence à la décision par certains alliés de fournir des avions de combat F-16 à l'Ukraine et à l'incursion de Belgorod. Dans le contexte d'une escalade extrêmement brutale des menaces aux frontières occidentales de la Russie et de la Biélorussie, il a été décidé de prendre des contre-mesures dans le domaine militaro-nucléaire. Voilà ce qu'a déclaré Sergueï Shoïgu. Donc, on comprend l'intention, on est bien dans une stratégie de la tension. On est bien dans une stratégie de la tension, que cette décision soit suivie d'effets ou pas. Et on a vu que pour l'instant, elle n'était pas encore suivie d'effets. La deuxième observation, c'est que pourquoi ça n'a pas suscité chez moi d'inquiétude accrue ? Pour une raison assez simple, c'est qu'il y a un espace qui s'appelle l'enclave de Kaliningrad, qui est donc ce territoire enchâssé entre la Pologne et la Lituanie, et qui est le fortin nucléaire russe, tourné vers l'Europe de l'Ouest. Et donc le danger n'a pas besoin d'être bélarusisé, on le voit en quelque sorte, en marron, là. pour exister. Vous avez là-bas, depuis un certain temps, des missiles précisément Kinjal qui peuvent emporter, je dis bien qui peuvent emporter des ogives nucléaires, portées 2400 km. C'est-à-dire qu'en théorie, toutes les capitales ouest-européennes, à l'exception de Madrid et Lisbonne, seraient menacées par... Donc, qu'il y ait des armes nucléaires russes dans le Bélarus ou pas, ça n'ajoute pas une nouvelle menace, puis la menace, elle existe déjà dans ce qui est cet avant-poste, je dirais, nucléaire, et aussi siège, rappelons-le, de la marine russe dans la Baltique. Donc si Vladimir Poutine prend cette décision, et si la Biélorussie fait mine qu'elle soit déjà appliquée, ça n'est que pour des raisons psychologiques, de tension, d'agitation, de guerre des nerfs. C'est à tort ou à raison ma lecture. Il n'y a pas de sens militaire. C'est la réponse du berger à la bergère. Après les tanks, effectivement, après les nouvelles annonces occidentales, c'était vraiment une réponse politique. Elle n'est pas stratégiquement militaire à proprement parler. Elle est plus politique. Et puis aujourd'hui, Loukachenko se trouve dans une situation très délicate. Il est en grande difficulté depuis le début de l'invasion. Il a été obligé de céder ses territoires et de les rendre disponibles pour l'armée russe. Aujourd'hui, c'est l'arme nucléaire. Il n'arrive pas à dire non. Il ne peut pas se permettre de dire non à Poutine. Mais n'empêche que dans l'ex-bloc soviétique, c'est bien le seul qui est aujourd'hui totalement soumis au pouvoir russe et pas le reste des pays de l'ex-bloc soviétique. Et pour résumer les choses, comme Vincent, vous n'avez pas été prise d'un frisson d'inquiétude quand vous avez appris ce mouvement
qui reste à démontrer pour l'instant. Non, pas particulièrement. Si Poutine vraiment décide de passer le cap et de frapper l'Ukraine, parce qu'a priori c'est l'Ukraine qui serait menacée, même s'il nous menace nous les Occidentaux régulièrement, il a l'occasion de le faire, il n'a pas besoin d'être en Biélorussie pour se faire. Donc... Vous lui ajoutez quelque chose? Oui, simplement sur la position de Loukachenko, lorsqu'on voit dans l'interview qu'il est interrogé, je dis le pauvre Loukachenko, on lui demande les armes. Écoutez, il faut que je me renseigne, je ne suis pas tellement au courant, mais je pense que le président Poutine a dû signer un ordre là-dessus. En clair, il n'est absolument pas maître chez lui, et c'est Poutine qui décide de ce qu'il veut en Biélorussie, sur ces aspects-là au moins. Antoine, et vous? Moi, je voudrais dire deux choses là-dessus, parce que je pense que c'est important. Il y a, premièrement, ce qui circule sur la toile à ce sujet, c'est que ça pourrait être une stratégie de la part de Poutine et de ceux qui lui restent fidèles, de compenser l'échec de cette guerre en Ukraine par la vassalisation de la Biélorussie. Clairement, on voit que ça ne fonctionne pas, la prise de Kiev ou la prise d'Odessa. En revanche, on vassalise le Biélarus et on fait ce que dénonce Tokayev, à savoir un État de nation dont il dit c'est unique au monde. Voilà, c'est une vraie vassalisation. Et donc, ça pourrait être par phénomène de compensation. Mais elle ne date pas d'aujourd'hui, cette vassalisation. Oui, mais là elle devient totale. C'est-à-dire que si des armes nucléaires sont au Biélarus, c'est protégé par l'armée russe. Ça veut dire il y avait des soldats russes qui seront là en permanence. Et donc, l'union politique, économique, sociale devient militaire, ça devient une vassalisation. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est encore une marque de radicalisation du régime qui non seulement a dénoncé ces jours-ci le traité sur les armes conventionnelles, ça aussi, c'était pas nouveau, mais là, il le dit clairement. Mais en plus, il remet en question le traité de non-prolifération qui avait été signé des armes nucléaires, qui avait été signé en 68 par plus de 170 pays aux Nations Unies. Mais est-ce que la violation du droit international, c'est quelque chose qui peut le traumatiser ou qui peut l'effrayer? Sauf que, non, pas à titre individuel, mais la position de la Russie aux Nations Unies, effectivement, elle est toujours... elle a même été présidente du Conseil de sécurité il y a un mois. Elle se présente comme un État garant de la Charte des Nations Unies. Et ce qu'on voit, c'est que si de fait, demain, des têtes nucléaires sont envoyées au Biélarus, c'est une rupture totale des engagements de 1968 qui ont été signés par 90% des États. Donc voilà, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le droit n'est plus du tout respecté par l'État russe. Alors il y a deux questions qui viennent à l'esprit. La première, je le disais, est-ce que l'OTAN ne se retrouve pas dans une situation qu'il dénonce concernant la Russie ? Non, vous ne pouvez absolument pas transférer des armes nucléaires en Biélorussie, alors même que les armes américaines qui se trouvent en Allemagne, les armes nucléaires qui se trouvent en Allemagne sont des armes américaines. En Allemagne, par exemple, je crois qu'il y en a en Pologne aussi. Les armes nucléaires qui se trouvent... Non, il n'y en a pas en Pologne. Non, pas en Pologne. En Allemagne, il y en a. C'est des armes américaines. Donc il y a eu un transfert. Non, on entend souvent ça. Ça date d'avant 90, tout ça. Les armes nucléaires tactiques, d'abord il faut préciser qu'elles ne sont que tactiques. Les seules armes stratégiques qu'il y a en Europe, elles sont britanniques et françaises. Et il n'y en a pas d'américaines. Donc les armes tactiques, ça date d'avant 90. Elles avaient été mises en place à l'époque où il y avait cet affrontement entre le pacte de Varsovie et l'OTAN. Donc il n'y a pas eu de changement de situation. Le seul changement de situation que vous voyez l'argument tel qu'on peut le développer. Comment pouvez-vous empêcher quelqu'un de faire ce que vous faites vous, même si vous l'avez fait avant? Mais parce que ça a été accepté. Mais parce que ça a été signé par tout le monde. Et confirmé en 2009 d'ailleurs. Puisque au terme du traité START, qui prenait fin à ce moment-là, la Russie et les États-Unis ont confirmé la validité du mémorandum de Budapest. Donc la réponse à votre question, évidemment, elle renvoie à ce que vous disiez avant, c'est-à-dire on piétine ou pas le droit. Mais quand vous reprenez même les accords d'Alma-Ata, vous voyez qu'ils sont fondés sur la nécessité de l'état de droit, basé sur le principe de la démocratie, l'adhésion aux valeurs des chartes de l'ONU, etc. Tout ça a déjà été enterré sans fleur ni couronne depuis des lustres. Quand vous reprenez le mémorandum de Budapest, chapitre 2 consacré à l'Ukraine, on dit impossibilité de recourir à l'agression militaire, etc. Donc on est très au-delà du respect. En l'occurrence, votre question, elle se heurte à cet écueil tout simple, c'est qu'il y a que là, en l'occurrence, il y a eu des engagements pris sans arrêt. C'est pour ça qu'il faut l'aborder de fond. Oui, bien sûr, des engagements qui ont été souscrits en toute liberté, qui ont été réaffirmés, qui ont été confirmés, et à ma connaissance, dans l'autre camp, il n'y a pas eu de violation de traité international.
Et c'est important de revenir sur ce mémorandum de Budapest, parce que c'était la garantie de sécurité de l'Ukraine. Et on voit bien que c'est ça aujourd'hui le fond du problème, c'est qu'on a voulu finlandiser l'Ukraine, ça n'a pas été respecté par la Russie, et du coup l'Ukraine se retrouve toute nue. Et ce qui est important de répéter, parce que souvent on me reproche de le dire, alors que c'est un fait établi, c'est que la France, à l'époque de François Mitterrand, et la Chine, en 1994 aussi, ont ratifié ce mémorandum de Budapest. Ça n'a pas été signé uniquement par les États-Unis, l'Angleterre, la Russie et l'Ukraine. Ça a été ratifié par la France et par la Chine. Et donc ça veut dire par les puissances du Conseil de sécurité. Donc si ça s'est remis en question, c'est tout l'ordre international qui est remis en question. La deuxième question, là, l'affirmation est formulée par Piotr Tolstoï, dont on va avoir l'occasion de parler dans un instant. Dans son interview à Darius Rochebin, remarquable interview. Hier, le vice-président de l'équivalent de notre Assemblée, la Douma, à propos du nucléaire, il dit ceci. Un pays doté de l'arme nucléaire ne peut pas perdre de guerre. Autrement dit, c'est l'idée que si Vladimir Poutine était défait, acculé, il ne se laisserait pas faire et qu'en dernier ressort, presque dans un geste désespéré, il utiliserait forcément l'arme nucléaire. Que pensez-vous de cet argument que j'entends moi aussi très souvent? Mais sauf qu'il oublie simplement un terme, ne peut pas perdre de guerre sur son territoire. Je rappelle que l'arme nucléaire, la dissuasion, est faite pour... D'ailleurs, il le dit lui-même, si les intérêts vitaux de la Russie sont attaqués. Et c'est le seul moment où on utilisera l'arme nucléaire. Donc il a oublié un membre de phrase, à mon avis. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que les États-Unis, c'est une puissance nucléaire, ils ont perdu la guerre en Irak, ils ont perdu la guerre en Afghanistan, ils ont perdu beaucoup de guerres. Et donc, c'est absurde de dire ce genre de phrase. Mais pas à leur porte. Mais pas à leur porte, voilà. Donc, mais là, l'autre question qu'il faut poser à Tolstoï, c'est à quel point la Russie est-elle unie? À quel point l'État russe est-il prêt à déclencher l'arme nucléaire pour finalement savoir qu'en contrepartie, immédiatement, sa flotte sera... Il y avait eu une réponse du général Petraeus au mois d'octobre dernier qui disait « n'y pensez même pas ». Parce que en quelques minutes, immédiatement, la flotte russe qui se trouve dans la mer Noire serait éliminée par les Américains. Et puis, comme on le disait, la Russie s'aliénerait immédiatement le soutien de la Chine, qui ne veut surtout pas entendre parler de ça. Mais Valéria, là, on est rationnel. Mais l'invasion de l'Ukraine n'était pas rationnelle. Voilà ce qu'on entend tout le temps. Donc, est-ce que vous excluez, vous, un geste irrationnel de Vladimir Poutine perdant sa guerre ? Je n'exclus rien. Par contre, l'importance des mots a un sens et je vais le rappeler. La guerre est employée dans le cas où la Russie se ferait attaquer. Aujourd'hui, la Russie n'est pas en guerre. La Russie est en opération spéciale. Et le vice-président de la Douma ne contredit pas son président. Il n'explique pas qu'ils sont en train de faire la guerre en Ukraine. Donc oui, effectivement, un pays doté ne peut pas perdre la guerre, c'est-à-dire ne peut pas être envahi du fait d'être doté. Il est dissuasif d'office. Donc ils ne sont pas en guerre par ailleurs, puisqu'en Ukraine, ils sont en opération spéciale. C'est le vocabulaire utilisé par les Russes. Et donc, du coup, je ne pense pas qu'ils utilisent cela comme une menace directe sur l'Ukraine ou sur l'Occident. Maintenant, j'étais convaincue... Pardon de vous interrompre. On a souvent présenté les choses comme cette guerre serait consubstantielle à l'esprit de Vladimir Poutine. Cette guerre serait toute sa vie. Cette guerre serait presque mystique pour lui. Pas la guerre sur le territoire russe, mais cette guerre en Ukraine. Je ne sais pas si c'est mystique pour lui. En tout cas, s'il perd la face définitivement, il n'obtient pas les résultats qu'il a promis à son entourage proche, il risque effectivement une révolution de palais, une défection, voire un assassinat politique dans son propre pays. Il joue aujourd'hui non seulement sa place politique, mais aussi, j'imagine, sa survie physique au sein de son entourage plus ou moins mafieux. Mais pour revenir à ce que je disais, moi j'étais déjà convaincue qu'il n'allait pas rentrer en Ukraine du fait que l'isolement de la Russie qui allait suivre
n'était pas son objectif principal. Je m'étais trompée, donc aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est incapable. Il est capable de tout, cet homme, et surtout, il est de plus en plus acculé. À l'intérieur même de son pays, on peut s'attendre à tout, malheureusement, de sa part. Et encore une fois, les buts de guerre, il ne nous les a pas annoncés. Ça, on va y venir. On va en parler, mais il ne nous les a pas annoncés à nous, à l'extérieur. Mais son entourage proche attend des résultats de sa part. Ça, c'est une évidence. On parle de la rationalité. Et Alors justement, sur la rationalité, contrairement à ce que vous dites, je pense que l'attaque le 24 février était rationnelle sur la base d'informations qu'il avait, qui était qu'il allait renverser en 3 jours. Le problème, et ça a été critiqué par beaucoup de monde, y compris à la télévision russe, et Prigojine aussi, en disant, mais quels sont ces gens qui lui ont fait croire que tout ça, ça allait arriver en 3 jours? Ce qui n'est pas rationnel, en revanche, c'est après. Parce que, si vous voulez, si on se calque sur la Crimée en 2014, superbe réussite en Crimée en 2014. Pas un coup de feu, et la Crimée gagnée. Donc, Kiev, la même chose aurait pu arriver le 24 février. Sauf que ça n'est pas arrivé comme ça, et au bout de 15 jours, quelqu'un de rationnel aurait dû dire « Zut, on n'avait pas prévu la guerre, c'est pas comme ça que ça se passe, il faut qu'on change complètement de fusil d'épaule. » Or, en fait, ils l'ont pas fait du tout. Et c'est ce qui nous amène là où nous en sommes aujourd'hui. Bon, vous l'excluez aussi, Vincent? Oui, à ce stade, oui, pour une raison assez simple. Je finirai peut-être par être démenti par les faits, mais quand on reprend la chronique de toutes les menaces émanantes du Kremlin, voire de Poutine lui-même, ceci est une ligne de rouge. Si elle est franchie, les Occidentaux vont, je cite de mémoire un propos qu'il a tenu dès mars 2022, vont vivre une séquence qu'ils n'ont même pas imaginée et dont ils ne peuvent pas mesurer la gravité depuis la Deuxième Guerre mondiale, et rien n'est advenu. Donc je ne vois pas de raison objective aujourd'hui pour ajouter de l'anxiété à l'anxiété de manière artificielle.